réaction de tes parents quand ils l'ont su? La réaction de mes parents, bof. C'est comme le jour où ils m'ont appris que j'étais homosexuel, par exemple, c'est pareil, quoi. Ça les a un peu choqués, et puis je crois que j'en parle pas, quoi. Donc au niveau de ta vie de tous les jours, tu le caches que tu es séropositif? Non, je ne le cache pas, mais j'en parle pas. Si quelqu'un me le demande, je vais lui dire oui, dans un certain sens, quoi. Si je suis séropositif, bien sûr. Comment tu vois l'avenir? Comment que je vois la vie? Rose, avec beaucoup d'espoir quand même. Je crois que j'essaye de le vivre du mieux possible, quoi. D'être confiant, et puis voilà, quoi, d'avoir un peu, oui, de l'espoir, on la recherche, et puis attendre, hein. Parce qu'il n'y a que ça à faire, de toute manière, il n'y a pas d'autre traitement, hein. Mon père m'a complètement rejeté, il m'a traité de tous les noms, il m'a dit que c'était bien fait, que j'étais malade, de toute façon, que j'avais qu'à crever, qu'il n'en avait rien à foutre, quoi. C'est tout, je vois que plus de ma mère et une de mes sœurs est médecine veut, c'est tout. Alors, là, tu fais partie des gens qui acceptent d'en parler à visage découvert. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai rien à perdre, pour ça. J'ai rien à perdre, de toute façon, ce que j'ai décidé d'en parler parce que je crois que j'ai envie de s'aider des malades qui parlent pas, ou alors des malades qui sont à l'hôpital ou ceux qui sont morts déjà, qui peuvent plus rien faire pour justement les gens qui commencent à prendre leur maladie, et puis ceux qui commencent à être malades aussi. Et bon, eux, moi non plus, je pensais pas avoir la force de le faire, mais je crois que je le fais pour eux. Tu m'as dit tout à l'heure que finalement ta vie avait changé en mieux à partir du moment où tu avais décidé d'en parler. Oui. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que j'ai rencontré d'autres gens et que j'ai un but dans ma vie. D'aider les gens. C'est vrai, ce que si je savais pas, je crois que ça a eu des côtés positifs parce que j'aurais pas connu les gens que je connais et que eux ils ont cru en moi et que ma famille elle a pas toujours cru en moi. Et c'est eux qui ont cru en moi. Même moi je croyais pas en moi parce qu'on m'a jamais donné une envie de croire en moi et que c'est l'association qui ont vraiment fait tout pour me dire que j'étais capable de faire ça. Et moi dans ma tête j'étais pas capable et je l'ai fait quand même. Et je sais que je peux le faire maintenant. Mais s'ils m'avaient pas fait croire à faire ce que je fais, j'aurais jamais fait, je crois. Je serais même plus là. C'est sûr que je n'avais pas eu l'association. C'est vraiment ma famille. Et puis même, ils m'aident de tout, que ce soit matériel, moral. C'est eux qui m'ont trouvé tout l'appartement, tout. Enfin, je peux pas dire. Il n'y a qu'eux qui ont fait quoi que ce soit. Comment tu vois l'avenir finalement? Est-ce que tu imagines qu'un jour tu peux guérir? Est-ce que tu y crois? Non. Je crois pas que je peux guérir, je crois, mais je crois que de toute façon, je me dis dans ma tête que même si je vis à une plus courte échéance que quelqu'un d'autre, je crois que la vie, maintenant, elle vaut la peine d'être vécue, même à une petite échéance. Mais j'ai pas trop espoir parce que j'ai peur de tomber dedans, justement, d'avoir trop espoir et puis qu'en fait, je meurs avant, justement, que l'espoir que j'ai eu pendant tout le temps. Et je crois que c'est pas l'espoir qui me fait vivre. Je crois finalement, c'est les gens qui sont autour de moi, c'est tous les gens qui m'entourent, qui me donnent envie de vivre et que j'ai pas envie de mourir pour eux. Donc, je sais pas si je mourrai ou pas. Est-ce qu'il y aura un traitement? Pour l'instant, je vis comme ça. Voilà, vous venez d'entendre des témoignages forts, courageux, et j'ai demandé à deux personnes de rester avec nous pendant toute cette émission parce que toutes les deux, elles sont mobilisées dans la lutte contre le sida. Il y a Lynn Renaud, à travers son association des artistes contre le sida, et puis il y a aussi le docteur Meyer, qui s'occupe d'une association Vaincre le sida, et puis qui est en contact permanent avec les malades à l'hôpital Paul Brousse. Alors, tout de suite, Lynn, je voudrais votre réaction par rapport à ce que l'on vient d'entendre. Je pense que c'est très courageux et c'est très difficile, un témoignage à visage ouvert. Et je pense que je dis bravo à Isabelle parce que c'est ça qui peut faire avancer le problème. Oser en parler. Oser en parler et en parler comme elle en a parlé. Ensuite, il y a une chose aussi qui m'a beaucoup plu, c'est le garçon qui dit le mot espoir. Et ça aussi c'est très important, l'espoir. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'exemple que la science ne l'ait pas emporté sur le mal. Alors, je crois beaucoup aux gardiens de nos vies. Voilà, et puis il y a quand même une mobilisation importante qui se fait sur de l'ensemble des chercheurs, on en reparlera tout à l'heure, au plan international pour trouver très très vite une solution. Docteur Meyer, on a entendu Isabelle dire tout à l'heure, ce sont les gens qui m'entourent qui me donnent aujourd'hui le goût de vivre. Vous, médecin qui êtes en contact permanent avec les gens malades, c'est capital ça? Oui, Isabelle a donc dit une deuxième chose, en dehors de témoigner à visage découvert, une chose très importante, c'est la qualité de la vie qui peut être améliorée. Je ne dirais pas que dans le malheur, il faut
il faut voir artificiellement du bonheur. Mais dans l'exemple, dans l'expérience qu'on peut avoir aussi dans les hôpitaux et auprès des malades, on s'aperçoit que dans les situations extrêmes, il y a une telle authenticité des rapports, un tel resserrement des rapports. Ça n'est pas permanent, c'est pas universel, mais c'est tout de même plus fréquent qu'on le pense, entre la famille et le malade, entre le malade et ses amis, et aussi le médecin qui n'est pas qu'un médecin, qui a un rapport très privilégié aussi avec ce malade. Eh bien, on arrive à une certaine forme, c'est vrai, de qualité de la vie. Et je crois que dans ces situations extrêmes, il faut savoir aussi en tirer le meilleur. Alors, on va continuer avec les témoignages. Et cette fois, c'est l'action menée par Éric Chapeau, par ses amis, par Tour Elisa 2000, auprès des prostituées. Regardez et écoutez. Plusieurs soirs par semaine, Éric va rendre visite aux prostituées pour les informer, mais aussi pour les écouter. Si le premier contact a été difficile, aujourd'hui, elles l'ont accepté. Bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est gentil d'être venu à l'heure, je suis un peu en retard au rendez-vous. Là, on fait la fière. Ils vont vous voir dans la rue? Non, dans un bar en premier lieu. Et au départ, je l'ai envoyé promener. Et bon, bah, il m'a attendu pendant 2 heures. Alors, je me suis quand même décidée à aller lui parler parce que moi, s'il m'avait attendu, c'est que ça pouvait être intéressant. Et puis, petit à petit, eh ben, je me suis plus intéressée à la question et puis à cette maladie. Quel est le comportement des clients quand vous leur dites « je veux que tu mettes une capote » ? Ils n'ont pas conscience du problème et pour eux, être propre, c'est ne pas être malade. C'est le manque d'information totale. Il y a beaucoup de prostituées qui travaillent sans préservatif. À Tours, nous, bon, je pense que la majorité en mettent, mais il y en a quand même une bonne partie aussi qui n'en mettent pas pour des problèmes, des raisons personnelles. Financières ? Financières, oui, parce qu'il leur faut un quota. Il leur faut un quota journalier, soit pour la drogue, soit pour autre chose. Et les clients sont prêts à payer plus sans préservatif? Oui, oui, oui. Il y en a qui ont le goût du risque, comme ils disent. Ça les excite de savoir qu'on ne met pas de préservatif, et même de payer plus, à la limite, ça les... Il y en a qui sont conscients du danger et qui acceptent quand même de faire ça. Oui, oui. Pour eux, c'est le goût du risque. Après tout, ils disent, bah, c'est comme ça n'arrive qu'aux autres et pas à nous, quoi. Ils disent, moi je suis sain, toi si tu mets des préservatifs, t'es saine, donc il n'y a pas de problème. Et est-ce que tu connais des filles qui savent qu'elles sont séropositives et qui vont continuer à travailler? Oui. Oui. Et il y en a même, j'en connais une, c'est même pas séropositive, elle est, le sida est déclaré chez elle. C'est une loque humaine. C'est une loque humaine. Mais tu penses qu'elle ne veut pas utiliser de préservatif par vengeance? Non, parce qu'elle a besoin de 2500 francs par jour pour sa dope. C'est simple. C'est un cercle vicieux. Hein. Elle est obligée d'avoir une certaine somme par jour pour pouvoir vivre. Moi, j'ai besoin d'une certaine somme d'argent par jour pour vivre, mais je l'utilise pas de la même manière. C'est la différence entre elle et moi, quoi. Enfin, il y en a plusieurs. Hein. Moi, j'en connais deux, une qui a le sida et une qui est séropositive, et qui travaille quand même. Qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau des prostituées? Eh bien, moi, je trouve que ça serait très bien s'il y avait un dépistage obligatoire. Pour toutes les prostituées? Pour toutes les prostituées. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Chapeau. Comment ça va? Et toi?